J'ai fait le choix de diviser cet épisode en 2 parties afin que la longueur corresponde à la durée habituelle de mon podcast. Ceci est donc la première partie. Il faudra être patient pour pouvoir écouter la deuxième partie la semaine prochaine. Patience, patience. Aujourd'hui, je reçois Manu Winter, professionnel de l'hypnose qui exerce à Mâcon, dans l'Ain, depuis plus de 10 ans. Formateur, superviseur et auteur du podcast Radio Hypnose, il a accepté de se mettre aujourd'hui de l'autre côté du micro. Praticien de soins non conventionnés, comme il se présente, Manu nous parle de sa pratique au quotidien dans son cabinet, de la condition humaine, de ce qui est important pour choisir son hypnothérapeute, des devoirs et de l'éthique des praticiens et de bien d'autres choses encore. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Manu et bienvenue dans mon podcast. Bonjour Valérie. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. J'espère qu'on va passer un bon moment, enfin j'en doute pas en fait. Ouais, j'en doute pas non plus. Si tu veux bien pour commencer, je vais te demander si c'est OK pour toi de te présenter en quelques mots. Emmanuel Winter, hypnothérapeute à Mâcon depuis une dizaine d'années. Je travaille dans l'hypnose et je fais beaucoup de choses autour de l'hypnose. Bon, voilà, mon activité de base, c'est de recevoir des gens pour de l'hypnose plutôt axée relaxation. On pourra détailler après pour OK, situer un peu. Et à côté de ça, je fais un podcast comme maintenant où je reçois des gens, où je parle tout seul, où j'enregistre des livres audio, des vieux livres d'hypnose euh, pour, euh, pour le plaisir, quoi. Et puis un peu de formation, un peu de supervision. OK, super. Bah, je mettrai les Et liens. un peu et un peu d'écriture aussi sur l'hypnose. Tu écris encore aujourd'hui? Pas de manière régulière ou sur le long cours. Non, non, c'est plutôt comme ça me vient, quoi. Mais OK, j'écris encore. d'accord. Et maintenant, si je te repose la question et que je te demande de te présenter, mais sans parler de ton métier. Sans parler de mon métier, qui je suis, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je suis dans une vie classique à côté de mon activité qui peut paraître un peu atypique. C'est-à-dire, bon, j'ai des enfants, une famille, etc. Je suis passionné de musique, comme tu le sais, je fais de la guitare, un peu de rap, un peu de musique électronique, ce genre de choses. Enfin, je bidouille, je m'amuse, quoi, dans mon coin. Et puis, je suis intéressé par tout ce qui est des disciplines psychocorporelles comme le tai chi chuan ou des choses comme ça que je pratique depuis une trentaine d'années à peu près maintenant. J'ai 48 ans, donc ouais, pas 25 ans. Bon voilà, ça OK. commence à y avoir des années au compteur et voilà, bah, j'aime bien faire la cuisine. Je masse aussi, j'ai été formé en massage, donc c'est une dimension qui a rien à voir avec l'hypnose, mais qui m'intéresse particulièrement pour le côté connexion, fusion un peu avec la personne, entre guillemets. D'accord. Voilà. OK, bah écoute, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. C'est pas évident de s'identifier à autre chose Non. que son activité professionnelle, en fait. C'est vrai qu'on a tendance à se présenter comme ça, en fait, par ce qu'on fait, c'est un peu comme si Qu'est-ce que tu notre fais dans la métier vie? C'est quel défilait. métier Voilà, tu fais? Dans quelle classe sociale tu es? exactement. Comment tu décrirais ce que tu fais en cabinet? Donc, tu en as déjà un petit peu parlé, mais si tu peux approfondir. Bon, bah, on en a parlé, puis on a animé aussi des podcasts ensemble. Enfin, Oui, ça, je saisis l'occasion pour dire que je suis ravi de te retrouver aussi dans cette discussion. Parce qu'on a des passions communes au niveau de l'hypnose, on a des atomes crochus, tout à puis au fait. niveau de la musique aussi, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais concrètement? C'était ça la question. Comment ça se passe en fait? Oui, enfin, plutôt comment tu décrirais oui, ton activité en cabinet? Tu vois, si tu devais Hmm. décrire ça à une personne qui ne connaît pas du tout, comment tu présenterais toi ce que tu fais?
Donc des personnes viennent me voir chez moi. Enfin, mon cabinet, c'est un espace de travail dans mon appartement personnel. Et on a prévu de se voir pour 1 heure 30 à peu près. Et la personne arrive avec un problème, avec des choses qui l'envahissent. La plupart du temps, il s'agit de crises d'angoisse, de saturation mentale, émotionnelle. Enfin, les gens n'en peuvent plus, quoi, pour différentes raisons. Il peut y avoir des causes ou des conséquences à ça, et souvent des addictions, des peurs, des traumatismes, enfin, ce genre de choses. Et l'idée, c'est qu'on va discuter. Donc, c'est plus un temps d'expression libre, de moins en moins structuré dans ce que je fais, parce que, comme tu le sais, il y a des méthodes d'approche, de questionnement, de collecte d'informations. Ou alors peut-être que je vais plus à l'essentiel, je ne sais pas trop. Bah, l'idée, c'est d'écouter et de laisser venir, d'accord, que les gens puissent se décharger par la parole, être écoutés, avoir un temps euh, qui n'est pas quelque chose de commun pour les gens, en tout cas que je reçois. Oui. Les gens ont besoin d'attention, d'écoute, hein. Enfin, on en a parlé déjà sur les ondes. Mais la finalité de la séance, c'est de faire une expérience d'hypnose. Il y a un temps d'expression, Oui. d'information, de faire connaissance, de se comprendre, d'installer la confiance, la sécurité, etc., de rassurer les gens. Et l'idée, c'est d'atteindre cette expérience sensorielle, extrasensorielle, mentale, consciente, inconsciente. Voilà. Qu'est-ce qui se passe précisément? Ça, c'est des heures de discussion à venir encore. Mais à travers cette expérience, la personne va pouvoir accéder à un relâchement, à une sérénité, une sécurité, un temps où l'esprit est clair, où la personne, ses émotions deviennent supportables, où des choses se mettent en place, des prises de conscience, des déclics, enfin, une décision, une acceptation, que sais-je. C'est très variable d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. Mais en gros, c'est ça. Voilà, la personne vient, elle entre dans ce truc bizarre, un peu insaisissable qu'est l'hypnose, qui peut être plus ou moins assimilé à de la magie, pourquoi pas. Enfin, c'est assez étrange, hein, quand même, quoi. Mm. Et ça, dans le but de débloquer, déverrouiller quelque chose. Enfin, Parce que, j'aurais du mal à aller plus loin que ça dans le détail de manière générique, en fait. oui. Ça se rapproche toujours d'une situation à la base. D'accord. Parce que ma question suivante, c'était justement comment tu décrirais l'état d'hypnose. Et c'est vrai que c'est vraiment la question la plus difficile, la Ouais. plus complexe. Mais tu vois, quand tu rencontres des personnes qui connaissent pas du tout ça et qui, enfin moi, ça m'arrive souvent, on me demande, bah, c'est quoi l'état d'hypnose? Et en fait, j'essaye d'être précise sans l'être trop parce que c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Comment tu réponds à cette question, toi? Aujourd'hui, je dirais que en hypnose, traditionnellement, on parle de somnambulisme, à tort parce que le terme n'est pas du tout exact. Euh, mais en tant que métaphore, en tant que comparaison, je trouve ça intéressant. Donc j'aurais tendance à dire que l'hypnose se rapproche du somnambulisme. Des gens qui parlent, qui marchent en dormant, qui sont un peu dans un rêve, conscients d'être là, mais pas vraiment, et ça dépend dans quelle mesure, mais en gros, c'est ça. Voilà. Je le D'accord. décris comme ça. Euh, qui peut être aussi, comme tu l'as dit, une suggestion, ça peut enfermer les gens dans une définition. Ouais, c'est compliqué. C'est beau. De donner aucune indication sur ce que serait l'hypnose, c'est aussi enfermer les gens dans une incertitude. Mais globalement, on peut être assez d'accord avec les gens pour remarquer ensemble en temps réel qu'il y a quelque chose de bizarre, d'inhabituel, d'incontrôlé qui se passe. Ça peut être un spasme, ça peut être une montée émotionnelle, un mouvement, ce genre de choses. C'est bizarre, quoi. L'essence de l'hypnose, la caractéristique, c'est pas quelque chose de normal du quotidien. Contrairement à ce qu'on a pu répéter pendant des décennies, Mhm. quand tu lis un livre, tu serais dans un état hypnotique, et aujourd'hui, mais alors il faudrait consulter des gens comme toi qui ont un bagage en neurosciences pour dire que non, c'est pas un truc banal, en fait, quoi. Ouais. Ça répond à ta question, Oui, Valérie? oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais à des gens qui te diraient, parce que c'est aussi, c'est des choses qu'on entend souvent, oh ben moi l'hypnose, j'y crois pas, ou alors, ah ben moi ça marche pas sur moi. Je dirais rien, en fait, je crois. Bah, alors, si c'est quelqu'un qui vient chez moi pour une séance d'hypnose, elle me dira jamais ça, en fait. Voilà.
pourra me dire je suis sceptique, je suis pas sûr, ça c'est normal, j'ai un peu peur, ça me stresse, je vous connais pas, est-ce que c'est vrai ce qu'on voit dans le spectacle? C'est plutôt des questions de cet ordre. J'y crois pas, ça marchera pas sur moi. C'est plus des gens dans l'extérieur qui vont me C'est dire ça. j'y crois pas, ça peut pas marcher sur moi. Et peut-être qu'ils ont raison. Enfin, voilà. Oui, donc du coup, pour toi, c'est pas intéressant d'essayer de convaincre ou... Là, ça l'est plus parce que tu sais bien comment ça marche, hein. Plus tu essaies de convaincre, plus tu t'accuses de tes Oui. failles. Et puis, il y a suffisamment de choix dans les pratiques de soins non conventionnés, puisque c'est le terme officiel de ce qu'on fait aujourd'hui, Oui. pour que les gens trouvent leur compte sans qu'on ait besoin. Alors évidemment, nous, on a envie de ramener les gens vers notre pratique. On a envie de remplir notre agenda. Voilà, on a un job qu'on veut faire. Donc c'est un boulot aussi qu'on fait. Bah venez, venez, parce que ça sert à rien d'écouter un hypnothérapeute ou une hypnothérapeute sur les réseaux sociaux pendant des années si vous allez jamais voir cette personne en fait. Oui. Tant qu'il n'y a pas un vécu commun avec les gens, on ne sait jamais à quoi s'en tenir en fait. Donc croire à l'hypnose ou pas, je ne sais pas. Les gens qui viennent chez moi, par définition, ils croient que ça peut les aider. Oui. Mais c'est un débat qui est clos aujourd'hui au niveau scientifique, l'existence de l'hypnose. C'est un débat qui est terminé, comme la Terre plate ou la Terre ronde. C'est un débat Mhm. qui n'intéresse plus les scientifiques. C'est établi. Il n'y a pas de L'hypnose débat. existe. Ouais, il n'y a plus Voilà. de débat en fait. Ouais, Oui. ouais. Donc l'hypnose existe. Est-ce que ça marche sur vous? Est-ce que vous pouvez y aller? Est-ce que ça va vous aider? Ça, c'est autre chose, par contre. Mhm. C'est vrai que nous, c'est C'est une assez... question, après je te rends la parole, c'est Non, une non, non, question, par vas-y. exemple, qui n'est pas tranchée dans le magnétisme, où on peut pas affirmer, enfin, si on peut affirmer que ça n'existe pas, à 90% de probabilité, si tu veux, mais le débat est pas tranché, quoi. Oui. Ça va, ça? Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est une question qui, pour nous, n'est pas une question. Mais quand on l'entend dans la bouche de personnes lambda, on a envie de, voilà, de dire, ben, c'est plus une question à l'heure actuelle, en effet. C'est compliqué parce que qui écoute ton podcast, dans quelles conditions, Oui. voilà. Donc tu me l'as dit et je te remercie parce on a plus le réflexe de questionner les évidences Oui. quand on sait que ton podcast s'adresse au grand public, quoi, et pas à des gens qui sont passionnés d'hypnose, qui ont tout le langage qui va et tous les raccourcis qui vont avec. Ouais. C'est ça, en fait, il y a beaucoup de podcasts qui sont spécialisés et qui sont destinés à Ouais. des personnes qui déjà pratiquent l'hypnose. Donc, on va être plus dans des questionnements techniques, scientifiques très précis, mais finalement, revenir à des basiques qui sont pour le grand public, ben, on en trouve beaucoup moins, c'est moins évident en tout cas. Même pour nous qui Oui. pratiquons la technique d'hypnose, hein, de Mm. questionner l'évidence, c'est ce qu'on fait en permanence dans nos sessions d'hypnose au début de séance, de manière plus ou moins formelle, de questionner les évidences, quoi. Parce qu'on a tous nos habitudes, nos schémas, quoi. Ouais. Donc l'hypnose existe, ça c'est sûr. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Ça, je suis pas sûr. Euh, et est-ce que ça, ça peut tout guérir, tout soigner, tout arranger? J'ai un doute aussi, quoi. Ok. Selon toi, quels sont les freins et les accélérateurs? C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend l'hypnose plus efficace? Qu'est-ce qui peut au contraire freiner l'effet thérapeutique ou l'effet bénéfique? Qu'est-ce qui peut rendre l'hypnose plus ou moins efficace? Euh, Ça dépend. Tu sais, non, mais ça dépend toujours de quelque chose. Mais le problème, c'est qu'avec des réponses comme ça, on comprend rien. Mm. De quoi ça dépend si ça marche ou pas. Donc, on part du principe que des fois ça marche et des fois ça marche pas, et qu'on peut le mesurer. Tu vois, par Oui, exemple, une personne vient arrêter de fumer. Bon, une semaine après, elle a parfumé, ça se passe bien. Un mois après, un an après, elle a parfumé, ça se passe toujours plutôt bien. Là, on peut dire que ça a marché, d'accord. Si c'est l'inverse, on peut plus facilement dire si ça n'a pas marché que si ça a marché, en oui, c'est vrai. général, parce que sur des questions plus subjectives, émotionnelles, angoisse, bien-être, c'est plus difficile à évaluer. Mais globalement, ce qui me paraît accélérer ou ralentir ou freiner ou bloquer complètement des sessions d'hypnose, c'est déjà la qualité de l'échange entre les deux personnes. Est-ce que la personne qui vient consulter l'hypnothérapeute, est-ce qu'elle est en confiance? Est-ce qu'elle a subi des pressions de son entourage pour venir?
ce qui est fréquent, par exemple, dans le domaine des addictions, où c'est pratiquement la norme, en fait, quoi. Les gens viennent parce qu'ils subissent une pression de leur entourage. Ça va pas forcément freiner l'entrée dans l'état d'hypnose. Mhm. Par contre, plus tard, qu'est-ce qui dépend de l'hypnose, qu'est-ce qui dépend du contact avec les thérapeutes, etc. Qu'est-ce qui dépend de l'évolution naturelle du problème. Une personne peut venir te voir après 10 ans de suivi en psychiatrie, en hypnose. Ça se débloque chez toi, peut-être parce que depuis 10 ans, il y avait le truc, il y avait un point de bascule. C'est que si la personne ne se sent pas comprise, si elle ne se sent pas en confiance, si elle ne se sent pas écoutée, si elle a l'impression qu'on veut faire quelque chose pour elle à sa place, là, ça ne marchera jamais. Voilà. Donc, En très, très gros, important l'engagement et la demande elle-même, en fait. la demande elle-même, encore que les notions d'engagement, motivation me paraissent des questions que techniques, en fait. Euh, Moi, je pense qu'en tant que thérapeute, on a des attentes et c'est légitime, mais je pense qu'on en attend aussi beaucoup trop des personnes qu'on veut aider. Euh, Mm. Par un côté moral, il y a des discours, on entend les mêmes choses, on est exposé aux mêmes informations, plus ou moins, parce qu'on gravite un peu dans les mêmes courants de pratique, d'accord? Plutôt rationaliste, on va dire. Euh, et j'ai perdu le fil. Bah, en fait, tu disais que finalement, cette notion d'engagement, on Ouais, plaçait c'est beaucoup ça. sur les C'est très épaules. PNL, tu vois. Il faut que les gens soient motivés, qu'ils soient engagés. La personne qui veut arrêter de fumer, elle vient chez moi, il faut qu'elle soit engagée, motivée à 200%. En fait, il faut que les gens viennent chez moi quand ils n'ont pas de problème, en fait. Que j'ai juste à claquer les doigts et être sûr que ça marche. Et les gens, je pense, font beaucoup d'efforts pour faire plaisir à leur thérapeute. Euh, parce que les gens se sentent jugés, évalués et qu'il y a un rôle social dans le patient, dans le client en thérapie, hein. Un rôle qui est structuré par des séries comme En thérapie, par des livres comme les bouquins d'Yalom, L'art de la thérapie, où on définit un peu un rôle social du patient et du thérapeute. Alors je me suis peut-être complètement écarté du sujet, mais tout ça pour arriver au point que l'évaluation des résultats est quelque chose d'extrêmement complexe, Mm. en général. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, Qu'est-ce qui ferait nous accélérer? Et accélérer, je ne sais pas dans quelle mm. mesure on peut accélérer une thérapie, par contre. Ça, Oui, puis accélérer dans quel but en fait? Si c'est voilà, c'est important de respecter le rythme d'évolution de la ouais. personne. Ouais. Bah, le but, réduire la souffrance, hein. Je Mm. pense que c'est ça. Les gens veulent arrêter de souffrir le plus immédiatement possible. Enfin, je pense que ça se ramène à ça. Tout ce qu'on fait, c'est le soulagement et les gens comptent sur nous pour quelque chose quand même d'immédiat au niveau de Ouais. l'hypnose. Oui, oui, c'est Ça vrai. nous colle à la peau, ça, hein. Mm. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans la pratique de l'hypnose? Tu sais que je m'étais jamais posé cette question-là, quoi. Questionner l'évidence. Ce que j'aime, c'est la rencontre, tu vois. Mais la rencontre en général, Mm. en général. Mais la rencontre, le côté, c'est un plaisir un peu coupable, hein, mais de détenir des secrets, des choses que je redirai jamais à personne, qui sont des histoires ordinaires, tristement banales. Mais voilà, je sais que telle boulangère de tel quartier, tel avocat, tel médecin est passé par tel truc. Ça me donne pas un pouvoir particulier ou quoi que ce soit, mais d'être le dépositaire de quelque chose, c'est à vous, je peux le dire, quoi. Tu Ouais. as ce côté-là, tu es l'oreille qu'il faut à la personne. Il y a ce côté-là qui est une responsabilité qui est importante, hein, quand même. Oui. Et puis le côté insaisissable, un peu magique de l'hypnose, un peu magique dans le sens incompréhensible, quoi qu'on peut très bien prêter des propriétés magiques à l'hypnose, hein. D'ailleurs, quand on parle d'hypnose, j'aurais peut-être dû commencer par préciser que je fais de l'hypnose dans un cadre bien-être, qui n'est pas un cadre santé, qui n'est pas un cadre magie-ésotérisme. Oui. Hum, donc ce que j'aime dans l'hypnose, c'est l'émergence aussi. Le côté suggestion, un peu effet de scène, pour prouver aux gens qu'il se passe vraiment un truc qu'on peut qualifier d'hypnose, ça c'est la partie technique. Mais la partie thérapeutique, spirituelle de l'hypnose,
la partie la plus intéressante, c'est quand tu laisses un peu la personne dans le silence, dans sa transe, dans son expérience, et que je repense à un truc, tu as un truc qui apparaît, qui lui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, mais pas de toi, en plus du Oui. contexte. Et voilà, tiens, mais j'ai repensé à ça, j'ai eu telle image, j'ai senti ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as un truc qui t'échappe complètement, qui va dans le sens euh, de ce que la personne attend, de ce qu'elle désire, parce que derrière, ce truc un peu énigmatique, quoi, enfin magique, tu vois, je comprends pas ce qui se passe. Et derrière, c'est un apaisement des angoisses, c'est je sais pas, une réduction de la consommation de tel ou tel truc, ou des envies de sucre, ou des choses très étonnantes. Il y a je sais pas, un grain de sable qui coinçait un truc qui est parti et ça roule, quoi. Ok. C'est inexplicable. Et à un moment, tu es obligé de renoncer à te l'attribuer, quoi. Parce qu'il Oui. y a un moment, tu peux plus. Tu es là, mais non, c'est pas moi, quoi. C'est pas la personne avec sa motivation, son engagement, sa volonté. On est là tous les deux, il se passe un truc et tu observes un miracle un peu du quotidien, quoi. Ça, c'est ce que Ok. j'aime. Ouais. Ce que j'aime moins dans le monde de l'hypnose, mais j'ai aussi un plaisir coupable par rapport à ça parce que j'y participe beaucoup. C'est les polémiques sans fin entre les hypnothérapeutes, tu vois. C'est tous les concours de muscles, les batailles d'ego, et puis les débats où les gens s'engueulent pour le principe de s'engueuler, quoi. Euh, D'accord. J'aime pas ça, mais en même temps, j'aime ça quand même. Voilà. Ce que j'aime moins, c'est euh, mais ça, c'est plus inhérent au monde des gens qui pratiquent que des gens dans notre public. Mais je pense que c'est important pour eux de savoir que ça existe, Oui. pour eux et pour elles, parce qu'on parle de consommatrices, hein, on parle de clientes quand on parle Oui. d'hypnose. À 80-90%, on travaille pour un public féminin quand même. Euh, c'est un monde, comme tu le sais, qui est dominé traditionnellement par des hommes, et souvent des hommes très égotiques, très dominants, très euh, populaires, inspirants, etc. Ça, pour moi, c'est un problème parce que la transmission, la formation en hypnose n'est absolument pas représentative, de manière très générale, de ce qui se passe effectivement dans les cabinets. C'est-à-dire que les systèmes de valeurs qui sont mis en avant sont des qualités associées à un certain virilisme. Alors sans dire qu'il y a des différences fondamentales au niveau du bien-être ou du mal-être des personnes, tu vois, de leurs besoins. Oui. Mais il y a un décalage que je trouve de plus en plus important, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans une pratique qui a une dimension sociologique, sociétale, voire politique. Ouais. Mm. Oui. Quand tu dis qu'il y a 90%, c'est 90% féminin, tu dis ça comme ça, tu as des chiffres, Non, je dis ça à la truelle. Alors, dans mon activité personnelle, à moi tout seul, c'est clairement 90% de femmes depuis le début. Dans les gens que je connais qui font de l'hypnose, c'est très souvent le cas. Mais peut-être parce qu'on a l'habitude de s'adresser à un public féminin, à des problématiques plus traditionnellement féminines, et qu'il y a encore un tabou chez les hommes pour tout ce qui est demander d'aide, demander conseil, se faire accompagner, etc. Euh, mais je pense que les hommes, dans la majorité, vont se tourner vers d'autres méthodes plus solitaires, plus liées à de l'action, à du développement personnel, de la musculation, du virilisme en fait, quoi. Et il y a tout un marché de l'espoir par rapport à ça. Mais globalement, il suffit d'aller au rayon développement personnel d'Amazon ou de la Fnac ou de Cultura, et tu vois que clairement l'esthétique, les couleurs, les éléments de langage, les problématiques qui sont abordées sont des problématiques féminines. Alors, est-ce qu'on a créé les besoins ou est-ce qu'on aide les personnes? Ouais. Du coup, moi, je me pose bien cette question aussi parce que moi, c'est l'inverse. J'ai plus d'hommes que de femmes dans mon cabinet. D'accord. Et Ok. pour des problématiques, je sais pas, par exemple, le deuil, on va pouvoir croire que les Mm. femmes vont être plus touchées. Et en fait, j'ai des couples où c'est le mari qui vient parce que sa femme ne parle pas. Donc, je pense qu'on a pas mal de stéréotypes et de croyances à déconstruire, nous aussi, en tant que praticiens. Ouais, je pense, hein. Peut-être que ce que je dis, c'est basé effectivement, enfin certainement sur des angles morts, des biais Mm. que j'ai. Euh, Effectivement, il m'arrive aussi de recevoir des hommes pour des problématiques.
à part des troubles de l'érection, c'est jamais des problématiques strictement masculines, hein. Oui. Ça peut être des deuils, ça peut être bah, souvent c'est des ruptures amoureuses. Les hommes le Mm. vivent très très mal, très très mal, hein. Voilà. Mm. Addiction, phobie, ça existe aussi, ouais. Ouais. Je pensais plus à des choses comme ce qu'on a appelé la charge mentale à une époque. Oui. Bon, ça s'appelle peut-être encore comme ça, même si ça a été tellement moqué, Oui. T'as etc., raison. que voilà. Moi, je vais plus parler de saturation, mais on peut rapprocher ça du burn-out, enfin, l'épuisement nerveux. Tout à fait. Euh, les femmes, ils sont plus sensibles, Mm. plus exposées peut-être, plus exposées. Il y a un potentiel de culpabilité, d'auto-censure, d'auto-directivité. Il y a plus de planification, il y a plus d'anticipation. Les femmes sont moins démissionnaires par rapport à l'éducation des enfants et des trucs comme ça. Mm. Dans mon cadre, c'est comme ça. Dans le monde du bien-être en général, c'est comme ça. Oui. Et la majorité des personnes qui pratiquent l'hypnose en tant que thérapeute sont des femmes. Ouais, c'est des réalités statistiques. Et la majorité des formateurs sont des hommes. Mm. Ouais, ce sera Et intéressant de questionner tout ça. ce, ce serait un peu lâche de ne pas le reconnaître, quoi. Oui, oui, Voilà. c'est ça. En fait, l'idée, c'est d'abord, dans une première étape, en prendre conscience, ensuite de se poser les questions pourquoi, et après de voir comment faire évoluer tout ça, quoi. Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que ça doit évoluer? Ça, moi, je ne Mm. sais pas. En tout cas, chaque hypnothérapeute travaille pour un public particulier Oui, qui peut être plus ou moins défini, quoi. oui, Moi, je reçois essentiellement des femmes plutôt divorcées ou en cours de divorce ou après, ou bien après. Souvent, il y a un mari toxique, souvent, il y a un travail toxique, mm, souvent, il y a un entourage toxique et souvent, il y a des produits toxiques dans l'histoire. Voilà. Euh, mais effectivement, si toi, tu me dis que tu reçois essentiellement des hommes, je ne sais pas mm. comment on peut expliquer que les gens soient attirés, si on peut dire ça comme ça, par telle ou telle pratique. Mais je pense qu'en effet, c'est dû à enfin, aux problématiques que tu traites. Comme toi, tu es plus dans l'anxiété, dans l'apaisement mental, effectivement, comme tu dis, je pense que ça concerne bon nombre de femmes. Et moi, comme je suis plus sur le deuil, la prépa mentale, ben voilà, c'est... Peut-être que c'est plus une Mm. thématique masculine, peut-être que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont plus attirés vers des thérapeutes féminines. Par exemple, c'est mon cas. Je Ouais. suis beaucoup plus à l'aise. J'ai eu des psychologues, etc., femmes. Euh, Médecins, non, peut-être parce qu'il y en a moins. Tu vois. Euh, il y a peut-être une histoire un peu de sentiment de rivalité quand on est du même bord, du même genre. Enfin, je sais pas comment on peut définir ça. À notre niveau, moi je suis hétéro, tu sais, donc le monde il est simple à ce niveau-là pour moi, quoi. Mm. Mais Il y a peut-être plus et des je questions pense de que beaucoup de masculinité. femmes sont plus à l'aise avec un homme, et même quand il s'agit parce que ça, par contre, c'est une thématique presque exclusivement féminine, si on exclut quelques anomalies statistiques entre guillemets, quoi, le terme est assez moche, c'est les traumas sexuels. Ouais. Ça, j'ai pas rencontré beaucoup d'hommes. Il y en a. Enfin, Mm. souvent quand ils étaient garçons ou je sais pas en prison, des choses comme ça. Mais ouais. Et ça, je pense que c'est encore quelque chose qui n'a pas du tout évolué depuis 10 ans, 20 ans. Mm. La prise en charge de ces problématiques-là. Tu as des gens, tu l'as peut-être remarqué, ou entendu parler dans le monde de l'hypnose, qui viennent donc des femmes, hein, souvent pour un arrêt de tabac, pour un allègement des angoisses, des choses comme ça. Et voilà, il y a ce truc-là. Souvent, c'est de l'inceste, c'est ouais, des viols, du chantage, du harcèlement sexuel, soumission chimique aussi. Voilà, aussi. On en entend beaucoup parler euh, parce que ça existe. Tu vois. Bien sûr. Et je pense qu'on en entend beaucoup moins parler que ça existe en réalité. Oui, je suis d'accord. Même c'est dur de rencontrer, de parler avec une femme sans se demander un peu s'il n'y a pas eu ça et de faire attention à ce qu'on dit. Même dans les grandes boîtes américaines, le trauma aware est mis en place dans les entreprises au niveau des RH.
quand vous parlez à quelqu'un, vous ne connaissez pas cette personne, vous ne connaissez pas son vécu, donc il y a des blagues à pas faire, il y a des choses à pas dire quand on connaît pas les gens. Si on prenait la question un peu plus globalement, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans ton métier que tu aimerais, enfin, qui te pèsent, par exemple? Et comment tu fais quand c'est dur pour toi, quand tu vois, quand tu as des fardeaux? Ah, s'il y a des choses qui me pèsent, bien sûr, j'en ai. Hein. Enfin, bien sûr, c'est peut-être aussi une évidence qu'on peut Mm. questionner, c'est que je suis un être humain, donc normalement constitué, donc j'ai pas non plus un talent particulier pour gérer les choses. Souvent, je me laisse déborder. Hein. Mes clientes le savent, hein, les factures, faut relancer pour qu'elles arrivent. Voilà. Donc, bah souvent, c'est plus au niveau personnel que ça peut être alourdi, tu vois, Mm. parce qu'il se passe des choses, il y a des jours où tu es fatigué, il y a des jours où tu es parasité par un truc. Et il y a aussi, bon, alors après, les expédients à ça, pour moi, c'est le sport, c'est la musique, c'est la famille, c'est dormir aussi. Je dors beaucoup. Voilà, ça peut m'arriver de dormir entre deux séances, même d'aménager du temps au milieu de semaine pour dormir. D'accord. Voilà. Et voilà. Et il y avait un conseil en développement personnel à donner aux gens, quand vous en pouvez plus, mais dormez, quoi. Dormez. De toute façon, vous dormez pas assez. Tu connais quelqu'un qui dort suffisamment, toi? Pas moi. Non, Hein. non, j'allais Voilà. rebondir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Ah sommeil, ouais. c'est quelque chose qu'on néglige et qui est tellement essentiel, en fait. Et on a tous et toutes ce truc-là de rogner sur le temps de sommeil pour avoir du temps. Mais c'est même pas du temps pour soi, parce que tu sais, tu vas gratter une heure de sommeil, tu vas faire quoi? Tu vas laver les assiettes qui traînent, enfin, voilà, ça s'arrête jamais, quoi. Prendre le temps de dormir et voler le temps. Il faut voler le temps pour soi. Moi, c'est ce que je fais dans la vie, donc ça crée forcément des frictions avec les proches, mais à un moment, c'est j'en peux plus, donc vous me demandez rien, vous comptez pas sur moi. Bah, c'est une attitude très saine. Je te félicite pour ça. Bah, merci, mais je l'ai appris. Hein. Enfin, je l'ai appris, je l'ai désappris, je le réapprends Mm. constamment, hein, de toute façon. Donc, des choses qui pèsent, ça peut être aussi dans les séances, parce que on essaie de mettre des freins un peu à notre empathie, notre compassion, pour avoir une distance qui soit équilibrée par rapport à la personne. Donc, on ne peut pas être insensible à ce que la personne nous Mm. dit, mais on ne peut pas s'impliquer comme le ferait une sœur, une mère, un parent, un enfant. Voilà, la personne n'est pas notre ami, n'est pas un membre de notre famille. Euh, donc il y a une distance qui peut être dure à gérer quand on te dit des choses. T'as beau les avoir entendues plein de fois, ces histoires-là, c'est jamais deux fois la même, parce Bien que sûr. il y a l'histoire qu'on te raconte, mais tu as le visage, tu as la voix de la personne, tu as la voix qui se casse, tu as les sanglots qui viennent, et tu es là, bon, vous dites si vous avez envie, hein, enfin, mais ça sort quand même. Et la personne s'en veut, en plus de l'avoir dit, parce que la personne pleure devant toi, elle voulait pas. Ouais, Souvent que les gens s'excusent de ce qu'ils ouais. ressentent. Mais les gens s'excusent de pleurer, de dire des choses, ils vont dire ah c'est bête ce que je vous dis, se martyrisent un peu hein, comme ça. Ouais. Ils s'excusent même de rigoler quand ça arrive. Hein, au moment d'entrer en hypnose, il y a un petit rire nerveux, tu Oui. vois, les personnes s'excusent quoi. Et Mm. là, pour une fois qu'il y en a, pour une fois qu'il y a des rires en séance, non non, allez-y quoi, allez-y. Donc je sais plus, j'ai encore perdu la Oui, on question, parlait mais de tes soupapes, en fait, de ce qui t'aide ah ouais, à... les soupapes, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, mais une activité où il peut y avoir une saturation, un épuisement nerveux. C'est une profession qui peut être épuisante, hein, hypnothérapeute. Parce que tu as aussi la fatigue physique, en plus de la fatigue mentale, émotionnelle, de l'attention totale que tu donnes à la personne, de l'écouter, d'enregistrer les informations sans trop les analyser, mais quand même structurer les choses. Puis Mm. après, c'est la mise en hypnose. Et je pense que plus tu pratiques l'hypnose, plus tu as une connexion directe, profonde avec les personnes. Euh, Vraiment, tu as la synchronisation naturelle. Quand je fais de l'hypnose, je respire avec la personne sans m'en rendre compte. J'ai la tête qui tombe. Au bout d'un moment, à la fin de la séance, il me faut autant de temps que la personne pour retrouver ma tonicité. Quoi. À la fin de la journée, tu es rincé. À la fin de la semaine, tu es éclaté. Quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu es encore supervisé avec toute ton expérience? Est-ce que tu as encore besoin de temps en temps Alors j'en ai besoin. Je suis pas supervisé de manière formelle. Ok. Je suis plutôt dilettante, je suis pas très rigoureux à ce niveau-là.
mais il y a des gens que je sollicite de temps en temps. Et généralement, c'est souvent plus des problèmes liés à ma vie intime que professionnelle Ok. qui vont paralyser. Généralement, c'est la fatigue. Hein. De toute façon, c'est souvent ça, quoi. La fatigue et ses conséquences en termes d'irritabilité, d'impulsivité, etc. Donc, il y a des choses à gérer. Mais pour moi, la supervision, ça doit passer par l'hypnose. Ouais, c'est ce que je fais Ah, aussi moi d'accord. en tant que superviseur. C'est que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir une supervision, un abonnement à l'année de supervision. Parce que je pense que ça envoie aussi des informations négatives aux thérapeutes. Euh, de la même manière qu'on ne dirait pas aux gens qui doivent être dépendants de leur thérapeute, le thérapeute ne doit pas être dépendant de son superviseur. Et puis, si tu as un problème qui nécessite une supervision, à un moment, bah, je sais pas, telle problématique qui revient souvent m'affecte à un niveau personnel parce que j'ai vécu directement ou indirectement le même truc, ou parce que je suis crevé, ou parce que je suis retombé Ouais, dans des habitudes anciennes qui font que je suis perdu. C'est des problèmes qui peuvent se résoudre avec des séances d'hypnose. Ça. ouais. C'est pas des cours, c'est pas des formations qui vont régler le problème. Tu as un problème, je sais pas, de légitimité, d'organisation, de motivation dans des projets annexes, de monter une formation, un truc comme ça. C'est des choses qui peuvent se débloquer avec des séances d'hypnose. Pour moi, ça peut marcher que comme ça. Et Du c'est coup, je trouve ça. cohérent avec ce qu'on propose. Enfin, Ouais, 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 c'est ce que j'allais dire. En fait, je trouve ça très chouette parce que ça montre que toi, tu as une grande confiance en l'outil, à la fois en tant que praticien et aussi que client pour toi, quoi. ouais. Mm. Alors même si je suis de plus en plus regardant par rapport à quelle personne je vais laisser m'hypnotiser, tu vois. Mais c'est aussi un message pour les gens qui écoutent ton émission, hein, Valérie, c'est que faut pas se faire hypnotiser par n'importe qui non plus. C'est pas anodin de se faire hypnotiser. Enfin, Ouais, tout à fait. moi, il y a des gens, je leur confierais pas mon problème, mon cerveau, mon esprit, mon attention comme ça, quoi. Mm. Faut Ça des rejoint ce que gages. tu disais au début par rapport à l'alliance thérapeutique, à l'écoute, que c'est pour toi la base, en fait. Ouais. Ah ouais. Enfin, c'est même plus important que la technique. C'est prouvé, c'est documenté. D'ailleurs, c'est Philippe Miras qui avait commenté sur une de mes publications ça, justement. C'est vraiment vérifié statistiquement sur plein de thérapies différentes, officielles ou alternatives, que ce qui fait la réussite, c'est prouvé que c'est vraiment la relation plus que la méthode qui est important. Ouais, ok. Donc, je dirais que les gens, si tu as une personne, je sais pas, tu écoutes le podcast de Valérie, tu te dis, mais cette hypno de la région d'Amberieu-en-Bugey, elle a l'air très bien, elle m'inspire confiance. Bah, allez-y, quoi. C'est pas, c'est vers la, faut trouver la personne. Faut trouver la personne. L'hypnose, c'est intéressant, c'est même passionnant. Mais ça pourrait être la sophrologie, ça pourrait être la réflexologie, ça pourrait être des tas de choses. Si la personne, vous sentez que c'est possible que ça se passe avec cette personne-là. Mm. Et du coup, pour en revenir plus au côté hypnose, est-ce que toi, tu as des fois eu des surprises, des choses qui t'ont étonné? Est-ce que tu peux nous raconter peut-être des anecdotes ou bien... Ouais. Euh, alors sans dire, ça peut être étonnant souvent, mais bon, du point de vue de l'hypnothérapeute, il y a des choses qui reviennent et souvent qu'on essaie de provoquer, donc on est moins étonné. Une de mes toutes premières séances d'hypnose, bah, c'était même toute première induction que j'ai faite sur la base de quelques trucs appris quand j'étais en attente de ma première formation, où la personne a eu une crise d'angoisse en plein que j'étais en train de faire le truc qui était censé l'apaiser. Euh, donc là, tu sais, déjà un premier test sur l'hypnose que bon, ça va pas être, en fait, c'est pas étape A, étape B, quoi. Déjà, Exact. ça t'échappe. C'est une camarade avec qui j'étais en formation de massage. C'était au début que je me formais à l'hypnose, donc je testais aussi des choses, qui m'a mis un coup de poing pendant sa transe et elle voulait détruire l'homme en moi sur le moment parce qu'il y avait un ex toxique dans l'histoire. Enfin, Ok. voilà, donc c'était assez intéressant. Donc j'ai esquivé, hein, tu vois. Et puis je lui ai donné un coussin, elle a tapé dessus, et puis après ça s'est calmé. Une fois, j'ai vu une personne accoucher d'elle-même en transe somnambulique, donc elle était en un cas vraiment extrême de l'hypnose, de réalité hypnotique, où la personne, ce qu'elle vit, c'est la réalité, quoi. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, pour elle, sur le moment, c'est vrai.
comme en hypnose de spectacle. Et la personne a accouché d'elle-même spontanément, donc elle a souffert, elle a crié. Moi, j'ai accompagné du mieux que je pouvais. Tu dois à la fois laisser faire, mais rassurer quand même si la personne n'a aucune idée d'avec qui elle parle parce qu'elle est en somnambulisme. Elle se rappelle que la voix appartient à quelqu'un en qui elle a confiance et qu'elle peut s'accrocher à ça. Euh, c'est quand même assez rock'n'roll. La personne qui accouche d'elle-même et qui te raconte ça, en plus, un peu comme une évidence. Et puis après, le côté, bon voilà, des choses comme ça qui tiennent un peu du rêve. Ouais, tu dis, ah ouais, là, il se passe vraiment un truc. Ouais. Souvent, c'est quand même moins spectaculaire que ça. C'est une image, c'est un souvenir, c'est l'expression du visage, c'est le visage de la personne en hypnose qui est d'une beauté sculpturale un peu, tu sais, comme si le visage était en marbre, très très pur. Parfois une expression d'enfant, tu vois, ou voir un autre visage qui vient se calquer pendant quelques secondes dans le visage de la personne. Ça, c'est très perturbant à observer. C'est beau, enfin, t'as les personnes âgées, les rides s'estompent en hypnose, quoi. Tellement le visage est lisse, quoi. Et puis le côté de l'expérience où tu es connecté à la personne en hypnose, c'est-à-dire que toi-même, tu es dans ton processus technique, pratique, mais en même temps, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Tu es guidé par des automatismes qui sont pas les mêmes automatismes que pour conduire une voiture, tu vois. Tu es encore sur un autre. Tu vas formuler une suggestion, tu vas proposer quelque chose, et la personne qui va te dire après, mais au moment où vous m'avez dit d'imaginer tel truc, j'étais déjà en train de le faire. Et là, la fameuse connexion entre les inconscients, ouais, ça c'est vraiment saisissant, quoi. Ça m'arrive souvent Mais aussi. ce qui est spectaculaire, ouais, tu vois de quoi je parle, hein, Oui. mais c'est assez commun en fait Mm. pour nous. Mais quand on parle de ça, forcément, les gens ils disent mais Oui. c'est quoi ces fous là, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils racontent? Ouais. Mais ce qui est vraiment saisissant, c'est la personne qui revient en deuxième séance, par exemple. Elle passe la porte, c'est pas la même personne. Euh, des fois, tu as même du mal à les reconnaître. Tu as l'impression que la personne, elle a pris des centimètres, elle s'est redressée, elle a dormi, elle a mangé, tu vois, elle a pris, je sais pas, elle a pris le soleil, il s'est passé un truc. La voix est plus la même, l'énergie est plus la même. Ouais. Je trouve ça chouette de t'entendre parler avec, tu vois, on sent qu'il y a encore de la passion, que Ouais, t'es pas ouais. encore blasé de faire ça, quoi. C'est vrai que, comme tu le dis, je m'en rends compte. Ouais, je suis pas blasé de mon truc. C'est la fin de la première partie de cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!